faut souligner que c'est la majorité des jeunes gens qui essayaient au moins une fois avec les drogues. Ce n'est pas les mauvaises jeunes gens, mais simplement c'est la majorité, peut-être à cause des différentes personnalités, les gens qui aiment le risque. Mais la majorité essaie au moins une fois ou plusieurs fois et éventuellement quitte les drogues. Même la cocaïne, une drogue très très puissante, avec beaucoup d'euphorie, mais 84% quittent avant l'addiction et seulement 16% deviennent accrochés ou addictés aux cocaïnomanes. Et je dis, ils sont les malchanceux, les unlucky, les malchanceux. Et ils sont des jeunes qui sont vulnérables aux addictions. Quels sont les jeunes qui déterminent l'addiction à l'alcool? Les grandes études aux États-Unis avec des milliers de personnes essaient de trouver des corrélations entre des jeunes et le diagnostic d'alcoolisme. DSM-4, par exemple. Et c'est aussi les données de comportement qui n'est pas très précises. Et les jeunes qui sont souvent le résultat est le gène GABA. C'est un gène qui est important pour le récepteur de GABA, l'inhibiteur dans le système du cerveau. Parmi les animaux, il y a un grand nombre de neurotransmetteurs qui sont liés avec la récompense de l'alcool. Et je vais concentrer sur les opiacés, les opioïdes endogènes. La première étude qu'on a vue qui sont une étude qui sont une espèce de liaison entre le système opioïde endogène et l'alcool était publiée dans 1979 au congrès CPDD, où il y a beaucoup de Français qui viennent. Et Hal Altshuler de Houston, Texas, a fait cette étude avec des singes rhésus. Tous les indices pointent vers le système opiacé endogène avec l'alcoolisme. Et les modèles animaux prédisent l'effet de l'analtrexone chez l'homme, les singes, les rats, et même si on fait des expériences avec les gènes modifiés, et si on fait knock-out des souris pour knock-out de mieux récepteurs opiacés, ces souris ne boivent pas d'alcool. Et ça, c'est un autre indice que les récepteurs opiacés sont importants pour l'alcool. Et l'alcool augmente la dopamine dans le noyau accumbens, c'est-à-dire le système de récompense dans le cerveau. L'absence de l'augmentation de la dopamine quand les récepteurs opiacés sont bloqués par l'analtrexone. Sans naltrexone, beaucoup d'augmentation de la dopamine. Avec l'analtrexone, il n'y a pas de changement. Et plus récemment, les souris avec le récepteur opiacé knock-in, c'est-à-dire avec génétiquement modifié, on peut fabriquer les souris avec les récepteurs opiacés humains. Et je vais expliquer un peu plus tard. Mais on peut faire des expériences avec les gènes pour démontrer que la naltrexone opiacée sont essentiels, nécessaires pour la récompense de l'alcool. Et il y a des circuits qui sont activés avec les systèmes opiacés, et il y a plusieurs neurotransmetteurs, mais si on boit de l'alcool, il y a un relâchement de la bêta-endorphine et aussi l'encéphaline dans le
VTA, ventral tegmental area, il y a des neurones GABA qui sont inhibitent les neurones de dopamine. Et avec l'alcool, il y a une augmentation de la dopamine parce que les GABA sont inhibités par l'endorphine, bêta-endorphine. Mais avec le naltrexone, cet effet est bloqué. Il n'y a pas d'augmentation de la dopamine. Avant le naltrexone, ils sont en euphorie, mais avec le naltrexone, l'euphorie est bloquée. Ça, c'est la théorie, mais il y a beaucoup de données qui sont en agrément avec cette théorie. La même chose pour la stimulation positive, histoire dans la famille, beaucoup d'euphorie est bloquée par la naltrexone. Donc, encore, il n'y a pas des alcooliques, mais des gens qui boivent d'alcool sans ou avec l'histoire d'alcoolisme dans leur famille. Donc, le système opiacé est associé avec le craving et les gens qui sont sous la naltrexone ont moins de craving. Et ça, c'est important dans le traitement. Et maintenant, nous avons 29 ou 30 études en double aveugle mondiale et la grande majorité sont positives pour la naltrexone. Mais il faut dire que il y a certains alcooliques qui répondent très très bien à la naltrexone, les autres ne répondent pas. Donc il faut trouver la différence, et ça, la différence est sur les gènes. Aussi, récemment, il y a un nouveau produit, la naltrexone dépôt. On peut donner une piqûre, une injection chaque mois, et il marche très bien. Et, mais je veux focaliser sur les gènes, mais c'est une amélioration de le produit de la naltrexone. Donc, quelques alcooliques répondent très bien et les autres ne répondent pas. Donc, quelle est la différence? Et le niveau de bêta-endorphine dans le sang est plus bas parmi les gens avec l'histoire d'alcoolisme dans leur famille, mais les gens sans histoire ont au début des niveaux plus hauts de la bêta-endorphine. Donc, l'effet clé, il semble, est la sensibilité du système opioïde endogène à l'alcool. La fonction la plus importante est que le niveau d'alcool dans le sang, si on contrôle parfaitement, on produit beaucoup plus de stimulation chez les gens avec au moins une copie de allèle G. Ça, c'est l'allèle standard, ça, c'est l'allèle G. Et plus de euphorie ou stimulation, et cette différence est bloquée par la naltrexone. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle les gens avec cet allèle aiment l'alcool plus que les gens avec l'allèle standard. Il y a un endophénotype, une sous-catégorie des alcooliques qui ont des systèmes d'opiacés très sensibles à l'alcool et avec beaucoup d'euphorie. Et la naltrexone ne guérit tous les symptômes d'alcoolisme chez ces patients, mais simplement la naltrexone bloque l'euphorie et les patients sont plus susceptibles de répondre mieux au counseling. Donc le traitement est une combinaison de counseling, psychothérapie et la naltrexone. Et maintenant, nous avons 2 études en cours où on fait le génotype en avance et randomise les patients au placebo ou naltrexone par rapport aux gènes. Si ces études ont de succès, on va avoir des changements dans
les instructions pour la naltrexone. La première fois dans le champ de psychiatrie, on peut guérir les patients par commencer avec le génotype et déterminer quel gène, quel allèle le patient a et choisir le médicament après les données et pour la première fois en avance. Now, what are the factors that contribute to development of addiction? There are three basic domains. First, every drug of abuse changes the brain and changes the brain in dramatic ways, including gene expression, changes in peptide levels, neurochemistry, and resultant behaviors. And further, these changes are persistent, and I'm going to show you one dramatic example of that in an animal model. Environment factors play a role, and here we know stress plays a huge role in an area which my laboratory has pursued studies of since the mid-1960s. But we know cues and set and setting and everything involved in learning and memory may contribute to the acquisition of an addiction. And finally, genetic factors. Elegant epidemiologic studies have shown unequivocally that 25 to 60% of the relative risk of developing an addiction is on a genetic basis. And indeed, Swan has shown that the genetic contribution to developing opiate addiction is in fact the strongest of them all. Now, drugs of abuse alter the brain networks and chemicals. And we've heard a little bit about this from Professor O'Brien, but we know that the rewarding or pleasurable effects of drugs of abuse, those having the so-called reinforcing effects, involve two major neurochemical systems, the dopaminergic system and the endorphin system, acting specifically at the mu-opioid receptors. And I'm going to show you some slides from my laboratory work of Dr. Unterwald, where we found that if you give cocaine in a binge pattern, on-off, bombarding its sites of action in a way which is parallel to the human use pattern, we find a profound, as you will see on the right panel, increase in mu-opioid receptors, very specifically in those regions that have these abundant terminals. In red, you will see increased mu-opioid receptors in the ventral and dorsal striatum, which is where the nucleus accumbens is, as well as the cauda putamen. And in the lower right panel, you will see increase of mu receptors in the amygdala. So a relative endorphin deficiency develops, and we have shown it persists, both in animal models and more recently in humans, for protracted periods of time, both after cocaine addiction and after also opiate addiction. If you delete the mu-opioid receptor from mice, they don't administer morphine or heroin, they derive no benefit, no analgesia, they get no conditioned place preference, liking for opiates, they have attenuated self-administration of cocaine, and attenuated self-administration of alcohol. Countermodulation, kappa opioid receptor systems, we have shown are similarly increased by cocaine, but unlike the mu system, one gets a profound increase in dynorphin gene expression and dynorphin peptide. So one has activity to counteract the dopaminergic effects. Now, we hypothesized that multiple variants of multiple genes may contribute to developing an addiction, that some gene variants will be associated with specific personalities or behavior, such as risk-taking, sensation-seeking, impulsivity studied by others, and that may contribute to the first event of trying an illicit drug, stepping over the boundaries. But on the other hand, other gene variants may actually be involved in the more chronic effects
the dynamic effects and may increase the vulnerability to develop addiction. And in addition, there may be gene variants that modulate drug metabolism and disposition and lead to different outcomes in even pharmacologic treatment for addiction. And a variant in the coding region of the gene, which could change pharmacogenetics and thereby alter physiology, and also pharmacogenetics, which could alter response to medications, and also might be associated with addictions. We predicted that we would find an association of this variant, which we defined then as functional, with opiate addiction and with alcoholism. So as O'Brien has presented, Steve LaForge in my laboratory and myself went and forged a collaboration with Heilig, and we let the young postdoc Gavin Bart participate in these studies, though he never got to go to Sweden, unfortunately. And what we found out was that there was a very strong association of this variant with Swedes. Now, why did we go to Sweden? In central Sweden, there's very little genetic admixture. The Swedes are mostly Swedes with Swedish heritage for 3, 4, or 5 generations. In US, especially New York, we are very admixed. Very hard, therefore, to point out or identify the contribution of one variant in a complex disease, and indeed addictions like cancer, like hypertension, like diabetes, are complex diseases with multiple variants involved. But in Sweden, it didn't matter if we looked at all subjects or those with Swedish heritage. And Stephanie O'Malley, who you heard about in another context, and I conducted studies where we gave a cousin of naltrexone, nalmefene, intravenously, or naloxone, very short-acting intravenously, to healthy humans. And you'll see in gray naloxone's effects on ACTH and cortisol, and you will see in green the even greater effects of nalmefene on ACTH and cortisol. And we have subsequently learned in other studies that naltrexone and nalmefene have kappa partial agonist activity in addition to mu opioid receptor antagonism, and we know that the kappa agonism causes an enhancement of this HPA axis. And we therefore hypothesized, and later Chuck's group and also the group of Anton with Goldman have shown, as you have just seen in the upper right-hand corner, that there would be greater response to naltrexone in those with 1 or 2 copies of the variant, since those people would get greater activation of the HPA axis, while at the same time they would get the blockade of the mu receptors. So we know that whereas risk-taking impulsivity may play a huge role in the initiation of drug abuse, as we wrote in a concept paper that was invited by Nature Neuroscience, with time, stress responsivity undoubtedly plays a bigger role. Environmental factors of a variety of type play a role, but genetic factors and drug-induced factors play the major role. We have to be very careful when we talk about genetics. Multiple variants do not cause you to have any disease. They increase the vulnerability, or conversely, and we found some of these too, may increase protection from vulnerability to develop that disease. This is true for each of the addictions which need to be studied separately, as well as cancer, hypertension, diabetes, other kinds of complex disorders. But we have to be careful not to say you have the gene, you'll get the disease. So the future, genetics, but in addiction, drug-induced effects can supersede. I can take a rat or a mouse that hates to self-administer cocaine or heroin and teach them to do so, not unlike we see sometimes our young people being taught to like a drug of abuse. So with that, we have to realize the drug effects themselves are extraordinarily potent, and the brain changes are persistent. I've been asked by 3 or 4 last night and today about how can you convince policymakers? Well, the brain changes caused by cocaine, by alcohol, by opiates are persistent. They do not go away magically when you stop the drug. They do not even go away soon thereafter.
They probably go away with time, but medications to help that normalization process are essential, and therefore our work will go on. Je pense qu'il est temps de démarrer. La première présentation est par le docteur Philippe Gorwood de Paris. Et le titre est « La saga de la découverte du premier gène de vulnérabilité dans les addictions ». Alors, j'ai intitulé cette présentation « La saga du premier gène » de manière un peu provocative, dans l'idée de se dire que la génétique est la spécialiste mondiale pour dire on a peut-être quelque chose, mais on ne sait pas trop, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, c'est bien compliqué. J'ai l'intime conviction qu'on a trouvé, pour la première fois, un gène de vulnérabilité qui est réellement impliqué dans les addictions. Je crois qu'il y a un niveau de convergence scientifique où il faut savoir arrêter les doutes métaphysiques et aller vers la reconnaissance d'une réalité. Ensuite, la restriction au phénotype critériologique est délétère. On ne peut plus faire la génétique de dépendance à l'alcool, consommation de tabac, présence d'une schizophrénie. Cette notion-là, elle est bien entendu indispensable comme point de départ, mais il n'y a pas de gène pour la dépendance au tabac, il n'y a pas de gène pour être schizophrène. Ça a été largement évoqué ce matin par M. O'Brien, on l'a dit aussi avec de nombreuses présentations ce matin. Ce sont des gènes de vulnérabilité qui participent à quelque chose qui va faire en sorte qu'ils sont un peu plus à risque que la population générale. Déjà ça, c'est énorme. On a tellement peu de connaissances des facteurs de risque que cette notion-là, si elle est respectée, alors elle est très riche. Si on la dépasse en cherchant le gène 2, forcément on se trompe. Et enfin, rappelez juste que donc, la découverte de gènes, ça souligne qu'on ne sait pas exactement ce que fait ce gène, mais il a quelque chose à voir. Ce quelque chose à voir, il faut savoir s'en contenter comme mode d'entrée dans la recherche et non pas comme finalité pour dire, ben voilà, il y a bien un gène. Alors allons-y. Pour d'abord les études de jumeaux, si on s'intéresse à la dépendance au tabac, il n'y a rien de plus facile. Ces études-là ont été faites de manière très nombreuse dans la littérature, parce qu'en fait, elles peuvent se faire par courrier. Est-ce que vous avez fumé ? Combien vous avez fumé? Combien d'années? On calcule les paquets années. Est-ce que vous avez réussi à vous arrêter? Et au maximum de votre consommation dans la vie, quel était votre niveau maximal de sévérité? Heure de la première cigarette du matin, vous connaissez ça, tout ça. L'héritabilité, elle n'est pas seulement moyenne, elle est faible. 37%, c'est bien en dessous de ce qu'on connaît dans les génétiques des comportements. 90% pour l'autisme, 80% pour la schizophrénie, le trouble bipolaire, 70% pour l'anorexie mentale, 50% pour la dépression, 40% pour les troubles anxieux. Donc on est en dessous. Ça fait partie des pathologies les moins génétiques. En tout cas, ça veut dire que poser ces questions de ce registre-là, c'est une mauvaise idée. Et maintenant, la génétique moléculaire est tellement plus puissante que finalement, cette notion de calculer une estimation indirecte du poids des facteurs génétiques était une erreur. Deuxième point, bien sûr que l'environnement a un rôle. Et on peut faire de la génétique de manière passionnée et en y croyant vraiment, tout en sachant exactement que les facteurs environnementaux ont un rôle majeur. J'ai pris un exemple ici, mais il y en a bien entendu très nombreux, sur le niveau de revenus par nation et le niveau de consommation de tabac, du nombre de fumeurs. Eh bien, vous voyez que plus les pays ont des faibles revenus, plus vous augmentez le niveau de consommation de tabac. Alors, comment ça a démarré? En fait, les toutes premières recherches sur la génétique de la dépendance au tabac, puisque c'est de cela dont il s'agit, ont regardé le fait que ce qu'on sait bien, c'est la nicotine. Bien entendu, le tabac n'est pas que de la nicotine, mais c'est celui qu'on modélise le plus, en tout cas chez l'animal. Et on sait qu'il y a plusieurs récepteurs cholinergiques qui sont codés par plusieurs sous-unités dont on connaît l'origine au niveau génétique, avec 9 gènes qui codent pour les récepteurs alpha et 3 pour les bêta. La nicotine a un tropisme très fort, surtout pour l'alpha 4 et le bêta 2. Ils sont très largement exprimés dans le cerveau, notamment dans les régions qui sont importantes au niveau des addictions, c'est-à-dire le noyau accumbens, l'aire ventrale tegmentale antérieure, etc. Ensuite, le nicotine a une forte affinité, enfin l'alpha 4 et le bêta 2 ont des récepteurs qui ont plutôt une affinité plus forte pour la nicotine. Et enfin, ils ont la particularité d'être up-régulés par la présence de nicotine. C'est-à-dire qu'on va non pas les désensibiliser, mais au contraire augmenter leur densité, ce qui explique pourquoi, quand on consomme, on a tendance à vouloir avoir ces effets de tolérance et de recherche accrue de cette substance qui la rend particulièrement importante dans son potentiel addictif. Alors voilà celui par qui le scandale arrive. C'est une étude genome-wide sur l'ensemble du génome de énormes populations qui n'est pas du tout sur la dépendance au tabac, mais uniquement sur le cancer du poumon. Vous savez pourquoi? Pour des raisons de financement.
c'est plus facile d'avoir beaucoup d'argent pour le cancer du poumon que pour la dépendance au tabac. Et donc, regardez un peu la taille de l'effectif. 2004 cancers du poumon, 2000 sujets contrôle qui n'ont pas de cancer du poumon, tous de pays européens avec des origines européennes, et on est à 0,3 millions de SNP, ce qui commence à être relativement dense. Comme c'est Nature, c'est bien la puissance, ça ne suffit pas, ils ont bien raison, parce que la puissance, c'est toujours un peu dangereux, c'est un aspect du problème. Ils regardent aussi la capacité de réplication. Donc dans le même article, vous avez un deuxième échantillon complètement indépendant de 2500 cas avec de cancer du poumon versus 4000 sujets contrôle pour une réplication interne. Donc vous avez 2 études en une seule pour lesquelles tous ont passé les 0,3 millions de marqueurs génétiques. Et vous avez ce résultat extraordinaire où ce gène alpha-5, alpha-3, bêta-4 est impliqué avec un risque d'erreur de 1 milliard sur 1 milliard, 10-20. Ceci dit, quand vous avez des effectifs aussi énormes, le P n'est pas très important. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de calculer le risque attribuable à ce marqueur. Vous regardez les fréquences d'allèles, la fréquence de la maladie, et c'est des rapports de double ratio qui vous donnent un risque attribué à 14%. Alors vous pourriez dire c'est nul, 1/7 de ce qui explique la dépendance au tabac. Pour moi, c'est totalement considérable. Parce que je vous rappelle que les facteurs génétiques ne sont pas déterminants dans la dépendance au tabac, encore moins du cancer du poumon. Et donc, dans ces facteurs génétiques, ce marqueur-là fait 14% de l'ensemble de la maladie. C'est un résultat particulièrement important. On a bien l'idée que le cancer du poumon, c'est quand même en bonne partie lié à la dépendance au tabac. On est bien d'accord que l'alpha-5, alpha-3, bêta-4, il n'y a pas de doute s'il est impliqué dans le cancer du poumon. Donc, quelle est la place là-dedans du lien indirect via la dépendance au tabac de ce gène de vulnérabilité pour expliquer le cancer du poumon? Dans cet échantillon, il a regardé de manière un peu plus intéressante les sujets inclus en fonction du fait qu'ils n'avaient jamais arrêté de fumer, grands tabacodépendants, ceux qui étaient actuellement fumeurs, et puis ceux qui ont arrêté depuis plus de 14 ans, depuis plus de 20 ans et depuis plus de 25 ans. Et de manière assez intéressante, quand vous avez été complètement et totalement exposé au tabac, il n'y a pas d'impact de l'alpha-5, alpha-3, bêta-4. Ça veut dire que l'avoir ou pas ne changera rien à votre dépendance au tabac, au fait que vous puissiez arrêter de fumer. Alors qu'ici, lorsqu'on a des sujets qui se sont arrêtés longtemps, on a bien cette révélation. C'est-à-dire qu'en gros, l'alpha-5, alpha-3, bêta-4 a bien un rôle majeur qu'on ne peut repérer que quand il y a un peu de variance. Et dans les études précédentes, on prenait les cancers du poumon, donc tous très exposés, et du coup d'ailleurs probablement assez nivelés pour la dépendance au tabac. Donc on ne pouvait pas le révéler, alors que là, en fait, on va pouvoir le faire. Oups. Voilà la confirmation splendide qu'il y a eu par l'étude de Laura Bierut dans un échantillon catastrophique. C'est le COGA. Le COGA, c'est Collaborative Study on the Genetics of Alcohol Dependence. C'est un échantillon de patients alcooliques. Fréquence de l'alcoodépendance, chez les alcoodépendants de la dépendance au tabac, c'est au minimum 60%. C'est considérable. Donc ce n'est pas du tout une population représentative de la population générale. Ça fait partie de ces règles que nous apporte ce type d'études, c'est que ce n'est pas très grave, parce que vous augmentez le seuil de vulnérabilité du fait de la présence de dépendance à l'alcool, mais vous continuez à discriminer des gens qui ne vont pas fumer, d'autres qui vont l'être, et lorsqu'ils fument, de certains qui vont devenir dépendants, d'autres qui ne le seront pas, et un niveau de dépendance, des dépendances plus élevées ou moins élevées. Et finalement, donc sur cette fois-ci en étude de liaison intrafamiliale, multiplexe, plusieurs atteints, plusieurs générations d'atteints, ce sont des échantillons assez considérables qu'on a d'ailleurs dans le laboratoire, eh bien on a répliqué l'alpha-5, alpha-3, bêta-4, qui est bien lié, associé à la dépendance au tabac. Alors depuis ce scoop, moi je dirais 20 réplications internationales, et dans tous les sens. Les hommes, les femmes, âge de début précoce, tardif, sévérité, élevé, pas élevé, la consommation, le nombre de cigarettes, le score de dépendance, toutes les manières possibles, imaginaires ont été testées et on a énormément de réplications comme on n'a jamais eu dans l'histoire de la génétique des comportements. Quand on met tout ça ensemble, ça fait plusieurs dizaines de milliers de patients. À ce niveau-là d'information, voilà, il faut savoir dire stop, on a quelque chose. Et c'est tellement rare qu'on ait quelque chose en génétique des pathologies polyfactorielles complexes et multifactorielles qu'il faut savoir accepter ce résultat-là pour après en essayer d'en comprendre toutes les limites, l'implication, l'intrication avec les autres facteurs et notamment où est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle important ou pas. Alors pour conclure sur qu'est-ce que fait ce gène pour le cancer ou la dépendance, il y a plusieurs hypothèses qu'on doit évoquer. La première, c'est la corrélation gène-environnement. C'est des termes techniques qui veulent dire tout simplement que l'alpha-3, alpha-5, bêta-4 augmente la dépendance au tabac. La dépendance au tabac augmente le risque de cancer du poumon. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de lien entre le cancer du poumon et l'alpha-5, alpha-3, bêta-4, mais que c'est uniquement en augmentant le facteur de risque qui, lui, est bien impliqué. Ce n'est pas faux, puisque vous avez vu que quand on regarde
chez que des consommateurs de tabac, le risque du cancer du poumon, il y a bien une prédictivité, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'on a vu que même quand on conserve cette notion d'absence ou présence de cancer du poumon, on garde un effet sur la consommation de tabac. En tout cas, ce n'est pas faux. Deuxième point, est-ce qu'il s'agit d'une interaction gène-environnement? Alain Malafosse y reviendra certainement, je vais aller vite, mais c'est le fait qu'il y a l'existence d'un facteur de risque qui est la consommation de tabac, il y a l'existence d'un facteur de risque qui est la présence de l'alpha-5 alpha-3 bêta-4, et les deux ensemble ont des effets supérieurs à l'effet individuel de chacun. Donc allons voir qu'est-ce que fait ce gène, pourtant très lié à l'impact direct de la nicotine contenue dans le tabac, avec les autres substances addictives. Parce que je le rappelle, l'acétylcholine, il y en a aussi dans le noyau accumbens. Le noyau accumbens, on en a besoin dans l'organisation, ne serait-ce qu'en l'activation dopaminergique pour mettre en place ces processus de récompense. Et vous avez là une étude large sur une grosse population de sujets avec alcoolodépendance, et vous trouvez qu'il y a une association très forte avec un grand nombre de marqueurs polymorphes à l'intérieur de cette grande étude, où il y a plus de 1000 sujets à chaque fois, et avec deux populations différentes qui toutes les deux retrouvent une association. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce qu'on doit tirer de ces informations, si vous voulez bien me suivre? L'analyse genome-wide nous a révolutionné l'approche gène-candidat. Ça requiert des énormes échantillons, et donc un travail de chacun d'entre nous comme cliniciens pour participer à une bonne évaluation de base, peut-être pas encore suffisamment fine. La sélection appropriée de patients et des contrôles, on n'en parle jamais assez, mais la qualité du contrôle, c'est une énorme partie de la qualité de ces études. Que l'essentiel des études qui sont réussies à avoir des résultats intéressants sont des origines ethniques relativement importantes, hein, et donc ça c'est plutôt les Islandais, et que la réplication, c'était le premier travail de Nature, est vraiment absolument indispensable. La fonctionnalité de la mutation, hein, elle est de toute façon maintenant considérée comme vraiment sine qua non pour pouvoir dire qu'on a vraiment eu un résultat intéressant. Que les complications sévères, comme le cancer du poumon, ont été la porte d'entrée, c'est peut-être pas pour rien. Ça veut dire que, par exemple, pour le sida, on a peut-être, pour l'hépatite C, pour la toxicomanie, on a plutôt devrait s'intéresser à l'hépatite C et au sida, plus qu'à la toxicomanie avec injection toute seule. Et prévenir les confusions dans la place du gène, c'est de dire qu'on a quelque chose avec un gène, mais qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Et donc, à chaque fois, tenir compte du fait que ces facteurs génétiques ne sont pas indépendants des facteurs environnementaux, qui peuvent interagir, qu'il y a plusieurs facteurs génétiques, que ça amène à beaucoup de flou. Et donc, ce qu'il nous faut pour avoir une meilleure explication de ça, c'est une explication plus détaillée de l'interaction gène-environnement, qui sera l'objet de la prochaine présentation par Alain Malafosse. Thank you for paying attention. Donc ce que je vais tenter de vous faire aujourd'hui en vous parlant spécifiquement des études d'interaction gène-environnement, c'est vous montrer comment, pourquoi, ce qui est encore très embryonnaire peut être aussi un développement sans doute complémentaire à ces GWAS et à leurs résultats si stimulants obtenus ces derniers mois, essentiellement dans le domaine des addictions. Alors un bref rappel pour ce qui concerne les études d'association pangénomique, Whole Genome Association. L'idée ici, vous l'avez compris, est non pas d'explorer quelques SNP, même quelques centaines de SNP. Les SNP veut dire polymorphisme de l'ADN, polymorphisme nucléotidique simple, à l'intérieur d'un ou de quelques gènes candidats, mais c'est d'explorer de tels polymorphismes répartis sur la totalité de notre génome, idéalement pour couvrir les quelques 3 milliards de paires de bases que contient notre génome. Philippe vous l'a dit, les premières études comportaient à peine 30 000 de ces polymorphismes, très largement insuffisants pour couvrir avec une densité suffisante tout notre génome. Il existait encore des trous importants dans lesquels, très probablement, pouvaient se cacher des variants d'intérêt. En très peu d'années, la technologie a permis et permet aujourd'hui d'utiliser couramment aujourd'hui des puces de 1 million de SNP et très très prochainement, en effet, des puces à plusieurs millions de SNP. On arrivera, dans très peu de temps, dans quelques mois, à disposer d'études à très haute densité d'analyse génétique. Mon idée est d'arriver à vous justifier pourquoi nous devons envisager des études d'interaction gène-environnement en général dans le domaine des comportements, en particulier ici bien sûr dans les addictions. Il y a, pour des raisons qui sont très facilement compréhensibles, une nécessité aujourd'hui de défendre des études GWAS, des études
pangénomique d'analyse de millions de SNP, de millions de polymorphismes, dans des populations de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes, étant donné les investissements, encore une fois, qui ont été réalisés. Il y a donc, d'un côté, actuellement, un très fort courant visant à défendre cette hypothèse générale, parce qu'il faut bien comprendre que derrière ces études, il y a cette hypothèse générale, qu'on appelle maladie commune, variant commun. Ces maladies sont communes, et la composante génétique qui est responsable, qui contribue à ces maladies communes, est expliquée par des variants communs qui ont des effets faibles chacun individuellement, mais qui, associés les uns aux autres, contribuent significativement à cette maladie. Alors je vais essayer de, aujourd'hui, simplement vous présenter cette approche qui vise à prendre en compte, de manière aussi massive que le font les études d'associations pangénomiques, donc en ne prenant en compte que la composante génétique au sens strict, donc en prenant en compte à la fois cette composante génétique et cette composante environnementale, mais ici ensemble et dans les mêmes études, menées par un épidémiologiste, Avrasholom Caspi, qui défend une double idée, qui est résumée dans ce tableau, dans cette diapositive. La première est que, certes, il peut exister quelques variants qui contribuent très significativement à la vulnérabilité aux troubles. C'est la ligne A. Un variant génétique peut expliquer une part suffisante de la variance phénotypique d'un trouble pour être identifié par lui seul, en particulier via des études pangénomiques. Mais très probablement, ceci concernera qu'un très petit nombre de variants, et comme vous l'a indiqué Philippe, encore une fois, ces variants génétiques, très probablement, ne contribuent pas directement à la vulnérabilité aux troubles, à la vulnérabilité aux addictions, mais à un ensemble de ce que l'on appelle des endophénotypes qui, secondairement, vont être contributifs à la vulnérabilité à ces troubles-là. Un des endophénotypes classiques avancés, je ne discuterai pas plus avant ce point-là, mais par exemple, c'est tout ce qui concerne les dimensions de personnalité. Il n'est pas impossible que ce qui est commun à différents troubles soit des dimensions de personnalité qui, donc indirectement, vont contribuer à cette vulnérabilité à ces troubles-là. Le deuxième axe défendu c'est la ligne C, par Caspi, à l'époque, était qu'en fait, ces variants génétiques ne contribuent pas à la vulnérabilité aux troubles directement, par eux-mêmes, mais en fait modulent les conséquences d'exposition à l'exposition à certains facteurs environnementaux. Ici, ces variants génétiques, simplement, dans cette hypothèse et en la présentant schématiquement, rendraient des personnes dépendantes, rendraient des personnes atteintes de cancer du poumon, par exemple, ou d'insuffisance artérielle, que lorsqu'elles sont exposées au tabac. Ce ne sont pas en soi des variants de vulnérabilité, ce sont des variants contribuant à une réponse plus sévère ou à une réponse pathologique à un environnement donné. Alors évidemment, la nicotine, le tabac, la cigarette sont des facteurs environnementaux que l'on sait très bien par eux-mêmes suffisants pour expliquer une part importante, mais il n'y a probablement pas que la nicotine, il n'y a probablement pas que la cigarette, il y a certainement d'autres éléments à prendre en compte et surtout des sous-populations à plus haut risque à identifier, c'est l'hypothèse générale défendue ici. Qu'est-ce qu'il en est dans le domaine des addictions ? On sait très bien que toute personne exposée à ces substances ne va pas développer d'abus, de dépendance, de complications somatiques et diverses, que très probablement donc, et ceci est quand même basé sur des études épidémiologiques solides, cette évolution vers l'abus, vers la dépendance, vers les complications diverses, est en partie importante, expliquée par une composante génétique. Caspi, encore lui, en 2005, a rapporté dans la même population, extrait de la même population, une interaction entre un variant fonctionnel du gène de la catécholamine au méthyltransférase, la COMT, le variant valine-méthionine, variant fonctionnel parce que le variant valine
est le variant qui a une activité plus importante, qui dégrade de manière plus importante la dopamine, et donc supposé entraîner dans certains territoires, en particulier les cortex frontales, une plus grande dégradation et donc moins de dopamine chez les sujets qui en sont porteurs. Ce que Caspi a montré par une approche de type interaction gène-environnement, c'est que les sujets qui consomment du cannabis et qui sont porteurs de 2 copies du variant valine, donc qui sont homozygotes VAL-VAL, ont un risque significativement accru de présenter des phénotypes de type psychotique, schizophréniforme, comparés à ceux qui ne sont pas porteurs de ce variant ou qui ne consomment pas de cannabis. Ce tableau vous montre que même avec des risques relatifs faibles, ici un 5 ou plus faible, mais lorsque ce variant est relativement fréquent, voire très fréquent en population, à ce moment-là, la combinaison des deux, le risque attribuable en population associé à ce variant, lui, devient significatif et lui a un intérêt en termes de santé publique. Si je vous souligne cela, c'est que je veux bien que vous compreniez la complexité de la situation et donc ma position qui n'est pas blanche ou noire. Très certainement, par cette approche-là, nous avons mis le doigt sur un variant qui contribue de manière significative à la compréhension à l'échelle de la population en termes de santé publique de risque de cancer du poumon, au moins. À l'échelle de ce facteur, pour ce qui est compréhension de la physiopathologie de la dépendance à la nicotine, on explique à peine 1/50e, 1/60e de la variance génétique seule. Donc, beaucoup de travail encore en perspective pour identifier les autres variants génétiques, leur interaction et leur interaction avec des facteurs génétiques. Pourquoi doit-on aujourd'hui, à mon sens, clairement envisager de passer de ces GWAS, de ces Genome-Wide Association Studies, à des Genome-Wide Interaction Studies? La notion d'interaction entre gènes et environnement a une pertinence, je dirais, clinique. N'importe quel clinicien, intuitivement, comprend bien que si l'on veut comprendre quelque chose aux pathologies du comportement, on doit intégrer la composante environnementale, tout ce qui est développemental et une composante biologique, génétique en particulier. Mais elle a aussi une logique biologique. Depuis maintenant plusieurs années, les généticiens ont identifié un mécanisme important de régulation de la variabilité génétique qui est l'épigénétique. Comment, par l'expression des gènes, différents variants portés par notre ADN peut entraîner des phénotypes tout à fait différents. Cette épigénétique commence à être bien connue à l'échelle moléculaire. On sait que des modifications chimiques, des méthylations, des acétylations de certaines régions de notre ADN, pour ce qui concerne les méthylations, de certaines régions de protéines qu'on appelle des histones, autour desquelles s'enroule notre ADN, des acétylations, conduisent via des répressions, l'ADN est compacté, peut être moins exprimé, l'ADN peut être déroulé et mieux exprimé, peut conduire, selon les tissus, selon les moments de la vie, selon les expositions à certains facteurs environnementaux, traumatiques ou thérapeutiques ou de drogue, à l'expression plus importante ou moins importante de certains gènes et donc de protéines que dans des situations normales. Ce que prédit ce modèle biologique, c'est que, exposés à certaines situations, certains gènes vont être moins transcrits, les protéines correspondantes moins présentes dans certaines régions cérébrales, en particulier à certains stades spécifiques du développement, et donc entraîner une vulnérabilité plus grande chez les individus qui en sont porteurs à des événements de vie qui peuvent survenir ultérieurement. Une des hypothèses les plus fortes qui a été testée ces dernières années, c'est justement que certains événements de vie précoces modifient via ces régulations épigénétiques spécifiques l'expression de gènes et donc de la protéine du récepteur au glucocorticoïde. Et que cette moindre expression des messagers
des gènes et moins de production de protéines, de récepteurs aux glucocorticoïdes, rendent les individus qui en sont porteurs plus vulnérables à des stress ultérieurs, plus vulnérables à présenter différentes pathologies du comportement. Voilà, je vais m'arrêter ici, juste pour vous dire qu'on n'est certainement pas à l'aube de puces destinées à identifier les risques aux addictions, mais que ceci est bien dans la tête de nombreux chercheurs. Et je ne vous ai pas parlé aujourd'hui de cette approche-là complémentaire, mais vous la connaîtrez, c'est une affaire de quelques dizaines d'années. Nous connaîtrons tous de telles puces, identifiant à la fois des variants communs et des variants très rares, après séquençage intensif du génome, qui vont contribuer de manière significative, par eux-mêmes, ou beaucoup plus probablement par interaction avec certains facteurs environnementaux spécifiques, à des vulnérabilités à ces pathologies qui pourront avoir une pertinence en termes cliniques. Je vous remercie.